En réalité, Austin Powers l'emporte toujours sur moi parce qu'il a son mojo. Mojo? Mojo. Sa libido, sa sève fondatrice, son fluide sexuel, son truc, ce que les Français qualifient de... je ne sais quoi. Mesdames, messieurs, je viens de mettre au point une machine à remonter le temps qui porte le nom de code système temporel. Et grâce à ce système temporel, je vais retourner dans les années 60 et voler le fluide sexuel d'Austin Powers, son mojo. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits mojo perdus et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois, même les sagas les plus nickédéliques. Je suis Sofiane Danger Aïd Kassi et avec mes invités cette semaine, on va retourner dans les 60s. Yeah pour décortiquer Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Pour m'accompagner cette semaine, c'est une habituée du podcast et c'est la plus groovy des baby. Coucou Mélissa. Salut Sofiane. J'ai eu peur d'être présenté en Vesper Bonne Baise ou ce genre de truc, mais tu t'es retenu. Voilà, je trouve ça beau. Mais ravi de revenir après plusieurs émissions à parler de Bond pour parler de l'une des meilleures oui, parce que toi, du monde. t'étais une invitée régulière de notre ancien podcast Bondsplaining. Mais sinon, tu viens souvent aussi ici. C'est quand la dernière fois que tu es venu pour Twilight, non ? Oui, je crois que c'était Twilight 2. Ah ouais, donc ouais. Ouais, voilà. Bon. Je sais plus, il y a peut-être eu un entre-temps. Si tu viens pas pendant 6 mois, il y a un problème. J'ai moins de chance, tu vois, j'ai moins de chance d'un coup. Je vérifie que le chat est bien nourri, c'est pour ça. Donc toi, t'es plutôt fan de Bond ? Oui. Ouais, plutôt. Effectivement, plutôt. Plutôt. T'aimes bien celui qui est parodié, c'est-à-dire celui de Sean Connery en l'occurrence ? Oui, moi j'aime tout. Là, pour le coup... J'ai toujours été assez friande des parodies en règle générale, mais forcément les parodies de Bond, c'est assez... Ça peut être à la fois facile à faire et à la fois assez casse-gueule, mine de rien. Et c'est vrai qu'Austin Powers, je fais partie des gens qui sont pile dans la bonne génération, qui ont connu ça quand c'est peut-être pas sorti, mais vraiment peu de temps après. Donc, sortie vidéo, quoi. Ouais, je pense dans ces eaux-là, j'ai pas de souvenir d'avoir vu les deux premiers. Soirée pyjama. Voilà, exactement. Bah ouais, puis en plus c'est un peu subversif, ça parle un peu de de sexe. Bah oui, un petit peu. Mais oui, enfin j'aimais énormément Austin Powers et ça faisait très longtemps que je les avais pas revus. Donc j'ai revu le 1 et le 2 pour préparer l'émission. T'as même écouté l'épisode du podcast. Et j'ai même écouté le premier, voilà, donc avec Lisa et Mr. Fox pour être sûr qu'on répète pas des choses qui ont peut-être déjà été dites pour que ce soit pas trop redondant pour les gens. Mais ouais, en fait j'avais beaucoup de souvenirs que j'ai associés à Austin Powers ne se rattachaient pas au premier. Enfin, tout ce qui est gras double, mini-moi, je me rappelais plus que ça démarrait vraiment à partir du 2. Donc ça va, du coup, je suis assez contente de voir que le premier a plutôt bien vieilli. Bon, il y a des petites choses, mais ça a quand même plutôt bien vieilli. Donc j'étais vraiment contente de le revoir et surtout, quelques vannes qui restent encore maintenant. Notamment les henchmen qui se font tuer et on appelle la famille et les amis pour revenir. Ça je m'en lasse pas, vraiment, ça c'est qui était censuré incroyable. Dans certaines versions. Mais c'est triste, hein. La version que j'avais, moi, j'ai été censurée. Je me dis, j'ai mis pause, je fais attends, il y a un truc qui manque là. Il manque genre la meilleure blague du film. Release the henchman cut. Je ne sais pas pourquoi ça a été coupé, je n'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus. C'est trop triste. Et puis en plus là pour moi c'est Liz Hurley à son prime, je l'aime plus que tout et là elle est parfaite, quoi. Elle est bien dans le film où elle joue le diable aussi. C'est un de mes films préférés. C'est une de mes comédies préférées. C'est un de mes films préférés endiablés pour le coup. Donc avec Brendan Fraser pour ne pas le citer. Oscarisé. Oscarisé, exactement. et non, j'adore Endiablé aussi. Si vous n'avez pas vu Endiablé et que vous êtes un peu triste, ou même si vous n'êtes pas triste, je vous invite à regarder Endiablé.
Et enfin, il présentait un petit podcast avec moi-même Exactement. sur James Bond qui s'appelait Bondsplaining, Tout à fait, où on essayait de parler de Bond et on avait du mal à l'expliquer la plupart c'est du ça. Ouais, c'était comme une espèce de saga avant l'heure presque. Voilà, c'était... Ouais, en fait, c'était un peu les prémices de la saga dans le sens où il y avait le tirage au sort, Oui, par exemple. C'est le premier podcast où il y a eu des invités. ouais. On a eu tout à des fait. bons invités. Très beau, non, Bondsplaining tout à fait. et Vesper. Oh là là. Je me barre. je J'ai tiens à dire ramené quand des même que- cookies en Par plus. contre, je tiens à dire que techniquement, il y a eu quand même un gap assez percutant depuis les premiers Bondsplaining, quand même. Ah, au niveau de la qualité sonore, La- déjà, la technique qualité globale, technique, voilà. à tous les niveaux. vrai. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait plaisir de revenir comme ça. Mais Vesper est la même. Bien sûr, oui, mais je Elle a n'ai changé. pas vieilli Pas Voilà. vieilli. d'un poil. Content de revenir. Avec plaisir, toujours. Toi aussi, donc t'es un fan de Bond. Oui, j'aime. Ça m'a tilté dans l'épisode que j'ai écouté. Tu poses la question à tes invités, quelle est la meilleure saga? J'avoue que j'étais. Ah, mais j'allais te la poser. Ça m'a interloqué en me disant merde, qu'est-ce qu'il faut répondre en fait. Bah, la Alors vérité, effectivement, si je mens, Bond, c'est vrai. Bond, c'est Parce marrant, je te voyais plus dire Star Trek. Ouais, alors oui, effectivement, moi j'aime beaucoup Star Trek. Voilà, dans des trucs même récents. Alors ouais, voilà, ça dépasse même la saga parce que c'est tout un univers Star Trek. Parce que des sagas, il y en a plusieurs presque de Star Trek. Star Trek, Non, et il y en a je- 3, on peut dire. Trois sagas. Un peu, ouais. Oui. On peut les Il y a découper en 3, quoi. les très anciens, les anciens moins et les anciens nouveaux. et les nouveaux. Voilà. Non, par contre, pour faire un peu moderne, je dirais que récemment, si j'ai pensé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est sorti récemment? Parce que est-ce qu'il en. Moi, je suis moins Marvel. D'ici, c'est compliqué. Je trouve que John Wick est une saga qui, moi, me Ouais. plaît beaucoup en ce moment. Et justement, ça sort cette semaine. Là, cette semaine, il y a le 4 et je trouve qu'ils ont réussi un truc. C'est dans un style bien particulier où c'est-à-dire qu'il faut aimer voir Keanu dans tous les sens. Qui On va n'aime dire ça pas. comme ça. Bon, Ah, voilà. là, tu le vends bien. Qui Et est dans tous les sens. ah bah, c'est ça. Enfin, voilà, mais non, c'est donc c'est vrai qu'une saga que je trouve moderne, Regarde, assez réussie. je quoi. pointe vers une photo de moi avec Keanu Reeves. Bah, donc tu as le mojo. Il t'a donné son mojo parce Ah, que. il m'a filé ouais. son mojo, ouais. Voilà. Je dois le dire. Alors par contre, la revue Austin Power, ça a été. Déjà, toi, à l'origine, t'as pas grandi dans les mêmes... C'est pas le truc qui est sorti quand t'avais 14 ans, quoi. Non, parce que j'avais 20 ans en 98, Ouais, donc. voilà. Ouais. Je pense que j'étais plus vieux que ça et je pense que j'étais déjà parti sur un autre type d'humour, j'avoue. C'est pas mon humour préféré, le côté un peu rentre dedans, un peu gras, on va dire des fois. Mais j'ai dû voir le premier, j'en avais un souvenir tout à fait agréable, effectivement. Par contre, je trouve que c'est vraiment, ça gagne en profondeur quand on connaît Bond, y compris les Bonds de conneries, vraiment. Bon, le 2 était plus compliqué à regarder, mais on va en reparler après. Mais je trouve que là, on sent le poids de l'âge et on sent que les années 90, je crois que vous avez dit ça à l'émission précédente. C'était rigolo d'ailleurs, ton invité, dont j'ai oublié le prénom. Hugo. Non, Lisa, qui disait que 2023, quand on regarde les années 90, c'est comme quand Austin Power regarde les années 60. Enfin, une espèce de bond terrible. Et là, on sent qu'il y a des trucs. Bon, d'accord, ok, voilà. Alors, soit on va peut-être se poser la question, soit c'est parce que c'était beaucoup refait après. Parce que je me dis que ce genre d'humour, à un moment, a traîné toutes les années 90-2000, puis à un moment, c'est arrêté. En fait, c'est vrai qu'on en parle... Je crois que j'ai fait un épisode sur Wayne's World avec Punky, et on parlait du fait que la comédie américaine telle qu'on la connaît n'existe plus. On donne plus vraiment à des créateurs, à des humoristes, ce genre de projet. De dire, un mec qui se pointe avec Austin Powers de nos jours, avec un script Austin Powers de nos jours, il n'y a personne qui le fait. Pareil pour Wayne's World. Oui. Mais on peut remonter, hein. Pareil pour les Blues Brothers. Enfin, tu vois, si tu... C'est Apatow qui a été un moment dans la comédie américaine, qui a marqué longtemps, un nouveau style. Mais vraiment. lui, c'est un style normal. Oui, c'est un voilà. style d'humour Oui. beaucoup plus normal. C'est beaucoup moins loufoque. Oui. C'est beaucoup moins fou. Et... Ouais, même les Adam McKay, hein, les plus vieux, tu vois. Moi, j'associe plus. Mais ça date plus ça, déjà. quoi. Ouais. Tu vois, c'est quand tu réfléchis, les films Will Ferrell fait plus de films de nos jours vraiment comme il faisait avant, ou avant il faisait tous les sports un par un. Oui, bah, Oui, bah, il en fait moins, il en fait encore quelques-uns, hein, parce que tu vois, il y avait la comédie sur l'Eurovision qui est sortie sur Netflix, qui était vraiment super drôle. Et c'est rare. Donc il y en a Oui. encore, mais oui. Il y en a- Mais même Ben Stiller a arrêté, est devenu sérieux en fait, finalement. Ouais, Ben Stiller maintenant c'est plus, il fait des films, c'est vrai qu'il fait des trucs très sérieux maintenant. Ben Stiller,
son dernier truc qu'il a dû faire, c'est Tropique sous... Tonnerre sous les tropiques. C'est dommage que ce soit pas une saga parce que c'est un truc très drôle, mais pareil, très particulier. Mais Non, voilà. c'est pas une saga, il y en a qu'un. Donc c'est vrai que moi, effectivement, on se souvient de l'imagerie qui a vachement circulé à un moment du 2 et du 3. Enfin voilà, ce que tu avais dit sur le fait qu'à un moment, c'est sorti au cinéma, mais je suis pas, les entrées en France, ça devait pas être... Le 2 a bien marché. Le 2 a bien marché, mais parce qu'il y avait eu le premier qui a dû marcher normalement et surtout une campagne vidéo, une distribution vidéo à manière assez spectaculaire qui fait que les gens sont... Un bon bouche à oreille, quoi. Ouais. C'est vrai que Mayer, c'était un pic à un moment, que ce soit Wayne's World, Shrek, tout Il était peut-être pas au niveau de Jim Carrey, mais il l'approchait, quoi. Tu vois, Oui. il s'approchait du niveau de Jim Carrey. Hein. C'était un peu son plus grand concurrent quand on réfléchit. Oui. Ouais. Parce qu'ils font le même type d'humour par moment. Ouais, Jouer des personnages plus grands que nature, quoi, tu vois. Ace Ventura, Austin Powers, c'est un peu dans la même catégorie quand tu réfléchis. Si t'adhères pas à Jim Carrey, que tu regardes Ace Ventura, tu vas faire qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est pareil avec Mike Myers, tu vois. Faut adhérer au mec, en fait. Et là, dans celui-là, par exemple, il est beaucoup plus partout, tout le temps. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus difficile à digérer dans celui-là que dans le premier, je trouve. Ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé plus compliqué, mais... 199, année de la sortie de Matrix. 2 ans seulement après le succès surprise en vidéo du premier film, et Austin Powers est de retour. Et donc toi, tu disais le premier, ça a été, t'avais quand même bien aimé le regarder. Ouais, le premier est agréable parce qu'effectivement, c'est la parodie. On n'avait pas vu comme ça de parodie de James Bond, je trouve aussi. Alors nous, en France, je crois qu'il y en a aux Philippines ou des trucs comme ça plus particuliers. Mais moi, ça me disait rien comme ça, ce côté vraiment assumé à fond, quoi. Après, il y a eu Johnny English. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était... Je suis pas... Non, ouais. Bon, j'en ai aucun souvenir. Pas ouf. Hein. Non, c'est pas très mémorable. Hein, mais parce qu'effectivement, il fallait pousser les curseurs plus loin pour faire ça. Parce qu'il fallait y aller à fond, quoi. Voilà, c'est vraiment... alors, il y a un mélange quand même, je trouve, Sean Connery et Roger Moore presque, hein, dans sa parodie. Hein. Je trouve qu'il c'est majoritairement Sean Connery dans ce qu'il fait, dans les poils, dans le machin. Dans le côté froufrou, un peu machin, je trouve qu'il y a un côté Roger Moore quand même assez rigolo. Ouais, et puis il y a même un côté la Zambie quand tu y réfléchis. Oui, c'est le jabot, ça. Ouais, c'est la chemise. Puis c'est les époques. Voilà, le premier titre du 2 devait être Austin Pussy. Alors, est-ce que tu as repéré qu'il y a un titre québécois qui m'a fait rire, moi? Ah non, j'ai pas vu. Agent secret 00 sexe. C'est bizarre parce que d'habitude ils font des traductions très littérales. Là, on fait pour une fois une traduction. Pour une fois, la France le fait. T'as dit dans ton épisode précédent que Shag n'avait pas de traduction française, c'est ça? Bah, niqué, c'est vrai que c'est un peu le truc qui se rapproche le plus. Mais c'est moche, quoi. Ouais, donc l'espion qui m'a tiré, c'est bien trouvé, quoi. J'avoue que le titre me fait encore rire. J'avais oublié c'est un que bon c'était titre. du 2, l'espion qui m'a tiré. Ça t'a vendu tout le film en un titre, en fait. C'est marrant, c'est que Austin Pussy a été censuré. Ils n'ont pas accepté Austin Pussy. Ouais. Donc ça veut dire que à cette époque-là, ils étaient encore plus difficiles au niveau de la censure quand Octopussy est sorti, parce que Octopussy aussi avait cette. Oui. Il y avait Pussy dans le titre, quoi. Oui, ouais, mais c'était un vrai mot, Austin Pussy. Bon, il y a plus de mots, quoi. C'est vraiment. Ouais, mais en même temps, ça me fera toujours marrer qu'il y a un film James Bond qui s'appelle Octopussy, quoi. C'est vraiment vrai. là, on est allé à fond dans le truc, quoi. Ouais, enfin. On a eu tellement là, voilà, pire, tu dis Roger Moore. ça, voilà, le côté. Ça, c'est à fond Roger Moore, ça. Le 2 a été un énorme succès au box-office, 312 millions. En un week-end, il avait déjà fait mieux que le premier. Ouais, quand même. Et il a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur maquillage. Bah oui. Oui, c'est... Comme The Whale. Bah, je pense que c'est pour la même raison. Mais bien en plus, sûr. pour Gradouble. Hein. Ah bah oui, c'est pour la fatsuit. Bah de toute façon, ça peut être que ça. Hein. C'est pas pour ses fausses dents, donc. Moi, je le donnerais. Si je devais les nommer pour quelque chose, ce serait meilleur costume, moi personnellement. Oui, les costumes sont super. Et les décors. Felicity, quand elle est habillée pendant tout le film. Des fois, j'ai eu l'impression qu'elle changeait trop de tenue à chaque plan. Oui, à chaque plan. C'est bien. Moi, ça me va. Mais comme Liz Orley, du coup, justement, vous en parlez dans la première émission. J'aime vraiment beaucoup les costumes. Les costumes du premier, ça participait beaucoup à l'identité du film. Ça participait beaucoup à l'identité du film et ça permettait de tout de suite pas faire parodie cheap. C'est-à-dire que oui, on fait une parodie de Bond, mais c'est quand même une comédie sérieuse. C'est pas vraiment pas le terme que je cherche, mais
ça reste quand même une comédie qui prend pas les gens pour non. des demeurés. Et voilà, on n'est pas à niveau ce qu'on a eu après, genre les Spartatouilles, les machins. Oui, enfin. voilà, tu sens qu'il y a un vrai effort de fait sur l'esthétique, sur les décors, sur même les décors. Il y a beaucoup de choses que moi j'aime moins, mais le décor de la base lunaire, la recherche. Alors évidemment, toujours tourné autour du cul, on est d'accord. Hein, voilà, la moindre justification de décor, c'est le côté et des costumes. Moi, les costumes de Isargram, c'est ça ? Ouais. M'ont fait penser surtout à Diana Rigg, moi, dans Chapeau de cuir, qui avait des costumes 60 magnifiques, des vrais trucs courage. C'est le premier où Elizabeth Hurley est habillée littéralement comme... Oui, la tenue. Voilà, donc il y a un côté où ce truc-là, effectivement, tu sens bien qu'il y a une vraie volonté de ça. Bon, c'est dommage, c'est que il manque après un peu Non, mais on peut rien dire à ce niveau-là. Au niveau technique, ces films-là... Oui, même les fusées du Docteur d'Enfer, les bases, les sièges... La base dans le volcan, enfin, tout est bien pensé. Non, mais il y a quand même une bonne... plus dans le premier, je trouve, que dans le deuxième, mais il y a quand même une bonne production value. Des décors et tout. Pourtant, le deuxième a coûté Oui. beaucoup plus cher que le premier. C'est sûr. Mais je préfère ce qui a été fait sur le premier, on va dire, par rapport au deuxième. Donc on retrouve Austin et Vanessa, où on les avait laissés, c'est-à-dire dans une vie monogame. Sauf qu'en fait, Vanessa est une femme robot. Et on se demande toujours ce qui arrive aux Bond Girls entre les films. Et là, on a une réponse comme une autre. Hein. En fait, ça explique pourquoi elle est plus là. Et je trouve que c'est une très bonne explication. Je trouve que c'est un des meilleurs débuts au niveau de l'humour pour te lancer vraiment dans le truc. En fait, Austin Powers, ça reste du grand n'importe quoi avant tout. Et tu t'es attaché à Vanessa dans le premier film, mais en même temps, je préfère qu'elle meure comme ça plutôt qu'elle se fasse tuer par le Docteur d'Enfer et il veut se venger pendant tout le reste du film ou un truc comme ça. Là, c'est plus... c'était une femme... C'est dans le ton, quoi. C'était une femme robot et en plus, on était au courant depuis pas mal de temps. Austin, je suis désolé, on te l'a pas dit. Ça, c'est génial, la phrase de Basil Exposition. Enfin, on te l'a pas dit, mais... déjà, Basil Exposition, ça je m'en lasse pas. Hein. Moi non plus. Ça, pour le coup, j'avais oublié. Moi aussi, c'est les bonnes blagues, je trouve. Là, c'est vraiment lié. Là, c'est la parodie de James Bond, en fait, parce que c'est vraiment prendre le personnage de M qui arrive, qui dit voilà ta mission, il va se passer ça, et tu vas rencontrer machin, et hop, il se barre. C'est vrai que M, à part dans les Craig... Dans les tout derniers... Sinon, c'était un vecteur d'exposition. C'est juste le gars qui est là pour te dire voilà ta mission. En fait, il fait le speech dans Mission Impossible avant que ceci va s'autodétruire. Ah oui, non, mais toi qui fais du jeu vidéo, c'est quand tu démarres, on te donne ta mission, c'est ça en fait. Oui, clairement. Ok, donc faut aller là. Dans GoldenEye, t'avais ton dossier, on te filait ton dossier, tu devais choisir exactement ce que tu devais faire. Et effectivement, M dans James Bond très longtemps va ne servir qu'à ça, donc à faire que de l'exposition. Donc l'idée de l'LP Exposition, c'est des bonnes blagues de... Mais je suis d'accord avec toi sur le côté. Je suis très contente que ce soit pas le Docteur d'Enfer qui l'ait tué. Ouais. Et qu'on repasse un peu là-dessus. Parce que même dans des comédies, ça c'est un trope qu'on a quand même gardé. Ne serait-ce que, alors, maintenant, je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais je débute Deadpool 2. On parle aussi d'un film qui est censé parodier les tropes de films de super-héros et tout, en plus en brisant le quatrième mur, etc. Mais le deuxième film, ça va quand même être il filait le parfait amour avec sa meuf et il la tue, quoi. Alors que justement, elle aussi, c'était... tu t'es attaché à elle dans le premier film. J'avais tout oublié, là ça vient de me revenir d'un coup et je me rappelle qu'à l'époque déjà ça m'avait énervé, tout ce délire avec Deadpool 2. C'est ça qui est dommage, c'est que tu peux pas d'un côté critiquer un trope et après de l'autre l'utiliser au premier degré dans ce genre de film, parce que ça... Tu peux pas jouer à chat perché comme ça en fait. Enfin, ça marche un truc où je trouve que Austin Powers, les trois d'ailleurs, gèrent bien, c'est qu'on a cette tendance à avoir des love interests dans les comédies, qui est souvent la meuf coincée, et c'était le truc avec Vanessa justement qu'ils font, mais en fait tu vois que elle est bien écrite, donc comparé à ce que d'habitude les autres love interests. Et là, c'est l'anti-Vanessa un petit peu qu'on rencontre. Et dans le troisième, c'est carrément Beyoncé. Et en tout cas, elles sont mieux écrites que la plupart à chaque fois que je regarde des comédies américaines, la plupart du temps, la meuf, elle est tellement mal. Ils savent pas écrire pour des femmes. Enfin, tu le sens, alors que là, encore, dans les personnages, les Power Girls, si on peut les appeler comme ça, je trouve que ça va. Et en plus, justement, cette histoire de se débarrasser de Liz Hurley, façon de parler, c'est parce qu'elle n'était pas dispo pour un tournage, mais à la base, Mike Myers voulait la récupérer. Donc, il y a quand même une intention de faire quand même une continuité normalement avec elle. Et il a pris le contre-pied là-dessus avec le personnage de Heather Graham, que je trouve vraiment cool. Enfin, je trouve qu'elle avance bien
Elle sauve beaucoup de trucs. Je trouve qu'elle est vraiment. On s'attache quand même à elle, malgré effectivement le premier. Bon, tu valides aussi les tétons qui font les mitraillettes? Moi, je valide toujours les tétons. Donc, il n'y a pas de souci. Oui. Ça, c'est le truc où. C'est un des meilleurs trucs qui est sorti d'Austin Powers, les femmes robots, quoi. Enfin, Ça a été repris, mais tellement de fois partout. Je repense à Machete 2. Il y avait Oui, ça je suis aussi, revenu- avec oui, Sofia j'allais dire, Vergara, ouais. Oui, mais c'était. pourquoi enfin, t'as vu ce film? c'est parce que si tu savais, Sofiane, tout ce que je regarde comme merde. Mais Mais je suis pas surpris que ce soit dans Machete 2. Ouais, Moi, je l'ai ouais, pas ouais. vu, mais je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait des femmes avec des tétons qui tirent des. Ouais, ça doit être là-dedans. Mais par exemple, les fembots, on les revoit. Attention, instant culture. Elles sont reprises avec le même costume dans un des clips d'Ariana Grande. Enfin, ça a quand même marqué la culture populaire de plein de personnes de cette période des années fin 90, début 2000. Quoi. Il n'y a pas eu que le personnage de Austin Powers. Ça a aussi ramené ça. Et moi, voilà, je trouve ça assez cool. Pour le coup, c'est des persos bien sympas. Et on a le droit au générique de début du premier, sauf que cette fois il est à poil, qui était une petite scène qu'on avait aussi dans le premier, et que là cette fois ils ont vraiment... Qu'on avait 2 fois au final, parce qu'on avait la version Austin et la version de Vanessa à la fin. À chaque fois ils en font plus au niveau du générique, ils vont même très très loin dans le 3. Hein. Oui. Mais moi je trouve que ma version préférée restera toujours la première, parce que c'est celle où il se fait poursuivre dans un coin de rue. Et on en voit toutes les filles qui disparaissent dans le coin de rue, et il revient avec une fanfare. Et je trouve que c'est un des meilleurs moments de l'histoire du cinéma. Le moment où il revient avec une fanfare me fera toujours marrer. Et ça, il n'y a pas dans le 2 ou dans le 3. Il n'y a pas le moment où il revient avec une fanfare. Tu vois. Mais ça présente super bien le personnage, je trouve. Enfin, du coup, dans le premier film, ça pose tout de suite les bases. Enfin, ça remplit son office avec une chanson qui n'est pas originale, mais qui match tellement bien. Enfin, moi, je n'arrive plus à ne pas associer cette chanson à Austin Powers. C'est impossible. Ah bah non, bah il a réussi à la capter. C'est pourtant enfin voilà, vous en avez parlé, c'est Quincy Jones, c'est effectivement un truc hyper catchy qui devait marcher comme ça, mais il en a fait un truc où maintenant pour les gens c'est Austin Powers, quoi. C'est clair que Quincy il disait que c'est un ami, hein, donc je l'appelle. je comprends. Quincy disait cette chanson ne va jamais mourir. Il y aura toujours une nouvelle Quelqu'un pub, pour la reprendre, il y aura une nouvelle pub, un c'est nouveau possible. truc qui fait qu'elle reviendra. C'est brillant quand même. Tiens, mais en parlant de musique, il y a le thème du Docteur d'Enfer qui est au début et à la fin du film. Je trouve qu'il est génial. C'est par They Might Be Giants et c'est pas trouvable sur Spotify, c'est trouvable que sur YouTube. Ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser dans le podcast sans avoir de problème. Et c'est un magnifique hommage à Shirley Bassey. Sauf que c'est Goldfinger. Quoi, Oui, bah oui. Je trouve qu'elle est super bien. Ça pourrait être une vraie chanson de James Bond. Et je pourrais l'ajouter dans la liste des chansons de Bond que j'aime bien. Donc je vais vous demander, est-ce qu'on classe toutes les chansons de James Bond ou pas maintenant? Maintenant Ouais. Non, je déconne, Alors, la première, c'est Nobody Does It Better. Voilà, de toute façon. J'arrive pas à croire que Vanessa, mon épouse adorée, mon seul amour véritable, la femme qui m'avait appris la beauté de la monogamie, n'était qu'une cybergonze qui voulait me descendre. Et minute papillon, si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire. Pendant ce temps, Scott et le Docteur d'Enfer vont au Jerry Springer Show. Ça, c'est un truc vraiment de son époque. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça marque le temps du truc. Alors, comment expliquer ce qu'était cette émission? Est-ce qu'on a un équivalent? C'est mon choix un peu. C'est mon choix, mais où ça s'engueule. Sauf qu'il se bagarre. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment des bagarres et des trucs comme ça. Bah, c'est marrant de se dire qu'à l'époque, c'était une télé qui était choquante en fait. Jerry Springer, il y en a des extraits partout, enfin on en voit partout, notamment dans les films des années 90, parce que on se dit waouh, c'est fou, ça arrive à la télé. Voilà, quand 20 ans après, tu te dis ouais, alors on aurait bien aimé que ça en reste là, la télé. Un peu... Non, mais le pire, c'est que voilà, on a vu bien pire depuis. C'est ça, exactement. Et bon, on n'a pas de nom, voilà, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'était les réalités qu'il y a eu depuis sont largement plus trash que Jerry Springer. Plus trash. Que deux personnes qui se tapent. Voilà. Alors effectivement, tout le monde attendait le truc où ton père est pas ton père, ou des conneries dans le genre, où voilà, où ça se déballait. Et comme tu dis, on pourrait presque faire un parallèle rigolo sur le côté américain, même si Austin Powers est canadien. Les Français font C'est mon choix, qui est un truc très déballage de vie privée zen et tout. Quand les Américains font ça, à la fin ils se foutent sur la gueule, quoi. Il y a un petit côté où tout de suite on passe un cap différent, quoi. Pourtant, nous, on est quand même connus comme étant des grandes gueules qui aiment bien se bagarrer au moindre truc. Hein. On est quand même... c'est vrai, quoi. Mais regarde, toi, t'aimes pas le foot, par exemple? Pas trop, non. Bah, écoute RMC Sport, un de ces soirs. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais
effectivement. Mais l'after-foot... C'est vrai que les mecs, écoute, l'after-foot, c'est des mecs qui se hurlent dessus C'est vrai, pour c'est parler, vrai. mais c'est des trucs... En plus, c'est des mecs qui sur le dessus une demi-heure pour un Lorient Sochaux. Quoi. Mais c'est des trucs... Et moi, j'aime le foot, hein, donc je l'écoute, tu vois, mais quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible quand même. Non, et non, ça, c'est c'est vrai. purement français, parce que C'est vrai. quand tu regardes des émissions de foot, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, quand on regarde des émissions de foot en Angleterre, par exemple, Tout est calme. tout est calme. Non, c'est vrai. Posé, jamais personne se gueule dessus. Mais c'est vrai que le Jerry Springer, et d'ailleurs même je trouve dans les images de Jerry Springer, on a oublié, je sais pas si vous avez fait ça, mais j'ai oublié le côté télé cathodique, 80, un peu cracra, où maintenant on a tous des images, même l'émission la plus basique possible, même les émissions faites par des amateurs, entre guillemets, que ce soit t'as une qualité d'image qui est très différente. Là, tu sentais vraiment le côté années 80. Tu te sens vieux? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à 30 ans, quoi. Ouais, ça y est. Ouais, mais après, je trouve que tu le découvres là, tu te sens pas non plus Tu comprends ce qui déconnecté. se passe. Tu comprends, Non, non, voilà, bah oui, tu oui, bien comprends sûr. tu comprends tout, quoi. J'aime toujours la relation entre Scott et le Docteur d'Enfer. Je trouve Oui, que c'est une super bonne idée. C'est l'étape en plus de la session de thérapie de groupe avec Carrie Fisher Ouais. du premier. En donc vrai, Austin Powers aurait pu être juste un film sur le fait qu'il y a un jeune qui découvre que son père est le Docteur d'Enfer. Ça aurait pu être un film en C'est vrai. ça, ouais. Ça aurait pu être un film tout simple. Et puis cette Green a un côté sympathique, c'est-à-dire qu'on le plaint, Ouais. on est avec lui. J'aime bien ça. Il a un peu C'était avant qu'il fasse des NFT claqués là. Ah, il fait Oui, des c'est- NFT. Ouais, il devait faire un film juste avec des NFT, non? C'était pas lui qui s'est fait voler ses NFT, un truc comme ça. Voilà. Va Mais bien. effectivement, alors c'est pareil, je sais pas si ça te parle aussi, Vesper, cette Green, c'est les années 90 quelque part en fait. Ah bah oui, Parce de toute que- façon avec tout le c'est- cast de Buffy, c'est ça, Buffy, et bien d'autres. Oui, Non c'est mais clair. c'est quelqu'un, t'en as qu'on un peu perduré. Bon, cette Green, malheureusement pour lui. Ah non, il a fait Robot Chicken. Oui, mais en France, c'est pas hyper. Ouais, mais quand même, quoi. Alors, c'est formidable, Ah c'est non, pas la ça question, mais cartonne, c'est hein, moins. Il a c'est pas le connu, côté. quoi. Tu le montres à ma nièce de 16 ans, elle sait pas qui c'est, je pense. Ah non, parce qu'en plus, Robot Chicken, c'est sa voix, donc forcément, tu le vois pas, quoi, dans non, Robot c'est- Chicken. Même si elle connaissait Robot Chicken, tu vois, elle saurait pas que c'est lui, quoi. Mais en tout cas, il est encore en vie, quoi. Voilà. J'ai envie de dire, il y a des mecs dans les années 90 qui avaient bien pire carrière Oui, c'est vrai. que Seth Green, je pense. J'aime beaucoup la scène où le Docteur d'Enfer prend la cagoule du mec du Ku Klux Klan. Qu'est-ce que ça Oui. m'a fait J'ai la rire. cagoule. J'avoue, Mais c'est la con. ca- En VF, Ouais, là, c'est- j'ai la cagoule. Vraiment, mais du Ouais, coup de j'avoue. voir, en fait quand tu le vois juste lui et enfin j'avais pas fait attention aux autres invités parce que le titre c'est vraiment mon Il y père. a un nazi. Mon père est horrible, enfin mon père est evil et maléfique et C'est veut ça. conquérir le monde et que tu vois le mec du Ku Klux Klan est nazi à côté. ça m'a fumé, voilà vraiment. Ça m'a fait plaisir de revoir ce genre de truc. Tiens, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, on disait que Austin avait de suite ses dents toutes pourries. Oui. Et en fait, non. Oui, Au en début fait, du là, film, il a des dents Oui, oui, normales. ça a C'est que été, quand il revient dans les années 60 ouais. que d'un seul coup, elles sont... Ses dents Ah, redeviennent j'avais pas fait pourries. gaffe, Ouais. ça, Ouais. effectivement. Si, parce qu'il se regarde dans le miroir et que le miroir pète quand il vient d'arriver dans les années 60. Eh ben, j'avais pas compris la blague en fait. Ça y est, j'ai compris. Encore un nom d'Austin Girl difficile à traduire. C'était Ivana Humpelot, qui a été traduit par Jorewska. Jorewska Tumbazaski. Ouais. Je sais pas qui le Ah, traducteur français qui est passé de Ivana Humpelot, donc Ivana qui se frotte beaucoup, à Jorewska Tumbazaski. Il s'est fait un plaisir. Je reconnais qu'il faudrait- Je sais pas qui c'est, mais je voudrais l'inviter dans le podcast pour dire, franchement, bien joué, parce vrai que qu'il faudrait Jorewska trouver les- Tumbazaski, c'est quand même bien. Je sais pas si c'est un mec ou si t'imagines la réunion de travail de la traduction d'Austin Powers. Non mais 2. pas pareil, enfin des tas de vagins. Delta de vagin. Des tas de C'est ça. vagins, enfin. J'en peux plus quoi, j'en peux plus, c'est super. Le nouveau QG du Docteur d'Enfer, c'est Starbucks. Oui, c'est très drôle le fait que ce que tu évoquais dans le premier épisode, que j'allais dire Richard Wagner, non, comment il s'appelle Robert Wagner. Robert Wagner passe son temps à vouloir faire un truc officiel et propre des affaires de d'enfer et l'autre à chaque fois il en a rien à foutre. Je dis mais regardez, on a fait des petites plantations dans les années 60, ça a cartonné, maintenant on fait... Regardez, on possède Starbucks C'est ça. maintenant. Non, et puis le fait que Starbucks représentait... Nous, en France, ce qui représentait le pur capitalisme américain, c'était McDonald's. McDonald's et Disney. Voilà, c'était les Ouais. deux trucs, voilà. Mais aux États-Unis, c'est Starbucks. Oui. Ça a toujours été vraiment Starbucks qui représente
Je sais pas pourquoi Starbucks exactement. Je sais pas, à mon avis, il doit y avoir un Peut-être truc une histoire derrière. aussi, Ouais, il doit y avoir des histoires derrière, mais c'est vrai que Starbucks ça a toujours été vu comme la compagnie horrible, méchante des États-Unis. Donc je sais pas pourquoi ils ont laissé. Vraiment, c'est qu'ils en ont rien à foutre, ils veulent de la pub. Mais moi, on viendrait me voir. Le docteur d'enfer, on dit qu'il possède Starbucks. Ouais, mais T'as le logo pendant 10 minutes, quoi. c'est Enfin, ça. Déjà, on le voit dans l'immeuble, à l'envers quand ils sont dedans. En plus, il le dit lui-même. Il dit oui, on a fait une entreprise où on vend du café pas cher en plus. Donc en plus, c'est même pas genre il fait des profits Il fait là-dessus. un peu de pub. Donc ça va, c'est sympa. Après, j'ai pas compris la blague où il a de la mousse sur le nez, en fait. Ça m'a un peu... Là, j'ai dû commencer, il y a toute une scène où il boit. Bah ça c'est la comédie physique on va dire qui est Ça m'a pas... Il y a un truc où j'ai un peu décroché à ce moment-là. Moi, ça me fait rire, mais bon. Ça... Moi, j'avoue. on appelle ça une mouillette belge. C'est ça, voilà. C'est vrai qu'il est belge le docteur d'enfer, on n'en parle pas assez mais... Bah, là justement je les avais toujours vus qu'en VF et je les ai découverts en VO cette semaine. Donc c'est bien pour les accents là. Ouais bah c'est ça, j'ai découvert vraiment le travail des accents, mais c'est vrai que ça m'a manqué. Gradouble a un vrai accent écossais. Oui, bien vénère. Mais c'est vrai que ça m'a manqué de pas avoir dans le premier la voix de Pierce Brosnan dessus. Ouais. Et la VF, je pense, ajoute un petit côté passé où il s'éclatait bien à l'époque sur la VF. En parlant de VF, Frau Farbissina est désormais lesbienne avec une golfeuse qui s'appelle Cécile Réunie. C'est ça. Elle s'appelle Unibro en anglais. Unibro. Ouais. Mais c'est pas aussi drôle que Cécile Réunie, c'est vraiment bien trouvé, je trouve. C'est vrai, parce qu'elle a qu'un seul sourcil. Voilà, Cécile Réunie. Et le docteur d'enfer s'est fait cloner, sauf que le clone fait 1/8 de sa taille. Tu dois sûrement savoir d'où ça vient, cette inspiration derrière le mini-moi. Non. Alors, c'est l'île du docteur Moreau. Ah oui. Avec Marlon Brando. Oui, enfin le film, je crois que c'est un livre. Oui, mais là je parle du film avec Marlon Brando des années 90. Aussi ouais. Non, alors c'est pas ça. C'est que Marlon Brando avait des demandes, comme tu le sais sûrement, c'était une diva. Ouais. J'ai fait un épisode du Patreon sur ce film où je raconte juste la production du film. J'ai réussi à faire un épisode d'1 heure rien que là-dessus. Alors, qui a été en plus un four. Hein. Enfin, Ça a fait un four pas possible avec Val Kilmer et tout. Et en fait, il venait d'apprendre il venait de découvrir l'homme le plus petit du monde. Et donc, il a demandé à ce que l'homme le plus petit du monde soit ramené sur le tournage, habillé exactement comme lui, et le suive partout. Et soit tout le temps avec lui, et soit dans toutes les scènes. Et Marlon, sur la fin, il était fatigué un peu. Voilà, donc voilà d'où ça vient. Pas que fatigué, mais... Oui, non, mais donc voilà d'où ça vient mini-moi. Ah d'accord, non, toi, j'avais pas le truc, mais... Bah, ce qui est... Ça marche visuellement. Voilà, après... Je trouve, ça tire un peu en longueur, mais je trouve que ça marche visuellement parce qu'il est bien maquillé, c'est drôle. Voilà, mais je peux te dire que quand t'as 14 ans, c'est un des trucs les plus drôles. C'est quand t'as vraiment. Je pense que quand t'as 13 ans, je pense que c'est l'acmé de ton humour. Mini-moi qui fait des doigts. Oui. Alors, oui, c'est vrai que. Et je dis ça en rigolant, donc j'ai un peu honte. Mais surtout que. Mini-moi qui est dans le berceau et qui sort juste son voilà, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai que la récréance du truc fonctionne bien. Après, ça me fait de la peine parce que je me dis qu'il y a plein de personnes de petite taille qui ont dû se faire appeler Mini-moi toute leur vie à cause de ça, et qui ont dû maudire Mike Myers. Donc ça, jusqu'à Tyrion Lannister, ils n'ont pas eu de chance. On va dire, ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors, blague à part, il me paraît vraiment petit. Par contre, il y a un truc où, même par rapport à Tyrion Lannister, j'ai l'impression, je sais pas, je me suis fait une impression de. Tu trouves qu'il est mini? Je trouve petit. Il y a un truc où, je sais pas si on reviendra après, mais je trouve que le docteur d'enfer a pris une place démente, quoi. C'est-à-dire que Austin Power, c'est un problème que j'ai, moi, avec les deux suites. Il est hyper anecdotique, en fait, c'est que le docteur d'enfer. Le docteur d'enfer est trop présent, et surtout, le docteur d'enfer ne ressemble plus vraiment à celui du premier, c'est-à-dire que maintenant, il rappe, maintenant, il fait du piano. Oui, c'est peut-être un peu trop ça. Même la scène de sexe, qui est horrible. Oui. Mais on a beaucoup trop de docteur d'enfer, mais je pense parce que c'était vraiment comme souvent dans certaines comédies où la première saison d'une série, tu vois. Ouais, tu penses qu'il marche et tu multiplies par 10. Mais franchement, tu te contentais de ces scènes. Enfin, déjà, les scènes avec son fils marchaient très bien. Les scènes avec Austin, forcément. Et bon, déjà, tu rajoutais Mini-moi, c'était déjà beaucoup. Mais c'était largement suffisant. Et tout le reste, c'est de trop, en fait. C'est vraiment de trop. Donc, il voyage dans le temps pour voler le mojo d'Austin Powers, plutôt que d'aller le tuer, bien sûr. Ce serait un peu comme revenir dans le temps pour voler la haine de bébé Hitler plutôt que de le tuer. C'est ça, si tu veux.
Je sais pas comment tu fais avec une grosse seringue. Comme ça. Avec une très belle référence à une série des années 60. La spirale pour voyager dans le temps, c'est une série des années 60. Ça me disait quelque chose. La caméra explore le temps, mais pas un truc comme ça. Ça me disait quelque chose. Ouais. Où il voyageait aussi comme ça, c'était cheap. Hein, voilà, Rob Lowe en jeune numéro 2, c'est un très bon casting. Hein. Vous l'avez dit dans le premier, mais c'est vrai. J'avais oublié en fait. Ça marche vraiment, quoi. Ouais. Comme en plus, il joue déjà dans le premier dans un rôle qui n'a aucun rapport. J'ai un fun fact. Il est sorti avec la fille de Robert Wagner. Et quand il était avec, il s'amusait à l'imiter, son père. Donc c'est donc il s'est retrouvé à faire son imitation au cinéma. Mais oui, parce que comme du coup, toi, t'as vu la version censurée, est-ce que t'as revu Rob Lowe dans le premier avec tout ça? Parce qu'il est dans la deuxième scène de Henchmen. Quand le deuxième Henchman se fait tuer, en fait, ils sont tous réunis au bar pour il est faire. Dedans. Ouais, il est dedans, mais pour un rôle qui a aucun rapport. Le premier, c'est la famille où c'est la mère qui va voir son fils et qui lui dit ton beau-père est mort et il pleure dans ses bras. Et le deuxième, c'est justement Rob Lowe et ses autres potes qui attendent le henchman parce qu'ils vont fêter c'est son enterrement de vie de garçon un peu, et ils sont dans un Hooters, donc pour ceux qui connaissent les bars avec les dames bien pourvues, et ils attendent, et en fait il reçoit le coup de fil pour dire qu'il s'est fait tuer, et c'est Rob Lowe qui fait ça. Et Rob Lowe était aussi dans Wayne's World. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Exactement, à mon avis c'est des potes, j'imagine. Et Rob Lowe qui a fait une sextape dans les années 90 aussi. Tu sais, les années 90 c'était pas ouf. Ouais, mais tu vois, lui on lui aurait pas voulu, tu vois, mais... Oui. Et toi, qui es-tu, baby? Je rêve qu'à tomber à ski. Excuse-moi? Je rêve qu'à tomber à ski. Et moi, je rêve que mes toilettes se changent en or, mais il y a peu de chances que ça arrive. On arrive au pire truc du film. Gras double. Oui. Je pense qu'on peut tous le dire que c'est dur, hein. Non, c'est vraiment... Et même, je crois que déjà, à l'époque, ça m'emmerdait. Moi, ça m'emmerdait déjà. J'avais souvenir d'une scène où il est dans les chiottes et tout. Et en fait, c'est dans le 3, du coup, comme je l'ai pas revu là. Mais c'est pour ça qu'en voyant le premier, j'étais un peu sceptique en me disant il y a Gras double et tout. Et de voir qu'il apparaît que dans le 2, déjà, ça m'a rassuré. Mais ouais, Gras double, pour le coup, ça m'a jamais fait rire. C'est vraiment les personnages qui étaient à l'époque faits. C'est drôle parce qu'ils sont crades et gros. Professeur Folding, les trucs comme ça. Oui. Genre ils sont gros parce qu'ils Big bouffent, Mama. Big Mama aussi. Il y avait beaucoup de films comme ça. Et donc The Whale qui est sorti. The Whale aussi. Mais Oscarisé. Au-delà de flex, parce que les mecs de Stan Winston ont fait des prothèses convaincantes. Enfin, le reste. C'est pas drôle. Quel est l'intérêt? Enfin, il aurait pu faire un. Enfin, s'il voulait absolument faire un accent écossais ou se faire un troisième personnage, qui est déjà beaucoup, je pense qu'il y avait moyen de le faire autrement. Là, juste. Enfin, là, c'est juste pour faire des vannes en disant ah oui, il est gros, il bouffe beaucoup, et du coup, il est censé te dégoûter. C'est ça. Donc, tu poses toutes les vannes là-dessus, avec quand il est avec Heather Graham et tout, mais enfin. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment de l'humour qui était des années 90 et qui a bien fait de rester là-bas, quoi. C'est ça. Et je crois qu'en plus, Mike Myers détestait toutes les prothèses qu'il avait à mettre. Il était même pas heureux de jouer le rôle, en fait. Oui, bah alors, vire-le. Il n'y a pas d'écrire, mais écoute, c'est vrai, je suis d'accord avec... Et aussi ce délire de décider que, il a joué 2 rôles dans le film d'avant. Ouais, du coup, on va en faire 3. Ouais. Et dans le 4e, on va en faire 4. Je pense que c'était aussi, alors en 90, aujourd'hui, numériquement, ça paraît... Mais là, on est vraiment fin 90, tu vois. Ouais, 99. Ouais, mais malgré tout, le numérique débarque de plus en plus, mais on n'est pas encore en capacité aussi facile et aussi aisée de faire des multiples. Aujourd'hui, ça paraît c'est à la portée de presque de n'importe qui, j'exagère un peu, mais à l'époque, oui, on disait ah là là, c'est pas mal. La scène de repas du professeur Folding qui a quelques années avant, où je crois que c'est 5 où Eddie Murphy fait à peu près tout le monde, je crois, dans le souvenir. Effectivement, il y avait un truc, il y a une performance, fallait que les caméras soient... mais là, on les voit jamais ensemble, là. Non, il n'y a pas une scène où il y a les 3 ensemble. Donc du coup, il y a quand même un truc sur... c'est rigolo parce que je me déguise en gros, quoi. Effectivement, on en est là. Et c'est dommage parce que il pourrait y avoir des blagues autres où on se dirait, OK, il y a des choses qui se faisaient à l'époque, puis on dépasse ça. Là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de plus que cette blague-là, quoi.
Moi, je trouve que c'est voilà ce qui se passe quand tu donnes trop de pouvoir à un humoriste. Tu vois. Bah, c'est un Tu peu la donnes remarque trop sur... de pouvoir à quelqu'un qui est drôle. Ils vont essayer vraiment d'être encore plus drôle et Ouais. encore plus drôle. Bah, c'est aussi le phénomène de la suite, quoi. Enfin, forcément, Ouais, non, mais... le 1 marche, le 2, tu vas faire beaucoup plus. Et puis, comme tu disais, nous, à l'époque, il était dans un espèce de top, un peu ce que j'écrivais pour Jim Carrey. C'est-à-dire, qui pouvait dire à Myers, bah non, c'est pas une bonne idée, quoi. À quel moment ils vont Il pesait à cette époque-là. Le mec, il disait, lui, c'est pour ça que je veux bien qu'il aimait pas faire le rôle, mais enfin, à un moment, il l'a écrit, il l'a tourné, enfin, bon. Mais et ça, en plus, c'est chiant dans l'intrigue, quoi, en fait, en plus, enfin, dans l'intrigue. Oui, c'est de trop en fait. Enfin, c'est vraiment de trop. Après, pour le coup, on est là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont exactement le même ressenti par rapport à Minimois aussi. Hein, donc, Oui. Mais alors, tu vois, pour faire un parallèle sans défendre un machin, je trouve qu'il y a des gags de Minimois qui marchent mieux. Oui. Tu vois, même avec le côté petit, le fait qu'il fasse des doigts tout le temps. Enfin, il y a des trucs qui fonctionnent mieux. Je n'ai aucun souvenir de gags comme ça avec. Minimois t'en fait autre chose que juste. Il est petit, il est aussi genre plein de haine. Oui, il est oui, aussi, enfin, c'est- tu vois, genre ouais, il y a un oui, truc c'est avec sûr. ce personnage. Alors que Gradoup, c'est vraiment, je mange des bébés, c'est ça Oui, aussi, il mange le des délire, bébés, il ouais, mange ouais, des ouais. bébés, quoi. Ouais. Mais franchement, bon. il a même un biberon à côté de son lit et tout. Enfin, ils Oui, sont partis dans non, un mais drôle de c'est délire. Quoi. parti, Ils sont hein. vraiment partis dans un drôle de délire. J'adore quand il y a des tests pour montrer qu'il a perdu son mojo. On a fait tous les tests et oui, t'as bien perdu ton mojo. Docteur d'Enfer, pendant votre congélation, nous avons lancé un programme pour fabriquer votre clone. Cool. Faites entrer le clone! Il vous ressemble en tout point. Mais au 1/8e. Austin remonte dans le temps et atterrit dans sa penthouse. Il fait la rencontre de Felicity Bunbez, donc Felicity Shagwell en anglais, incarnée par Heather Graham, qui est une actrice que j'aime beaucoup parce que Twin Peaks, Ouais. Boogie Nights, Scrubs. J'ai pas vu tout Ouais. Scrubs, donc je sais plus. Non, mais c'est. Je crois que je dois oublier encore des trucs, mais c'est une actrice que je suis toujours content de la voir. quoi. Mais C'est- j'ai découvert Boogie Nights l'an dernier. Ah. Donc là, ça m'a Elle fait joue Roller plaisir. Girl, elle ouais. est top. dans- Et elle est vraiment. Le film est incroyable. Ah, ça me fait plaisir, c'est un de mes films préférés. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, il y a rien à acheter dedans. J'adore Boogie Nights. Et du coup, de la revoir là-dedans et de se dire qu'elle a quand même attends, je suis en train de réfléchir à les années, mais c'était quand même dans une fenêtre de sortie assez courte, quoi. Ouais. Voilà, enchaîner tout ça. Bah, il faut savoir que elle était à 2 doigts d'abandonner ses rêves d'actrice parce qu'elle trouvait pas de boulot. Pendant 1 an et demi, elle trouvait pas de boulot. Donc, elle a failli faire un porno. Et au moment où elle allait accepter le porno, on lui a proposé ce rôle c'est Mike Myers qui était fan d'elle, qui a décidé de lui proposer ce rôle. Et donc, le premier truc qu'elle a fait quand elle a reçu son argent d'Austin Powers, c'est d'aller acheter le porno qu'elle a failli tourner. C'est mignon. Donc, tu vois, non, mais c'est vrai, sa carrière aurait pu prendre un tout autre virage, quoi. Ah, bah c'est ça, je viens de vérifier, oui, à Boogie Nights, c'est 97, donc ouais, c'est 2 ans avant. Hein. Ouais. Donc au final. Je pense Moi- qu'elle a fait C'est Twin cohérent. Peaks 91, ensuite Ouais. elle a dû galérer pendant les années 90 à faire quand même pas mal de... Et... Mais je trouve qu'elle a une espèce de charme. Je vais faire un parallèle avec un Bond avec Denise Richards. Oh là Mais oui, non mais vous allez voir pourquoi. Non, mais vous allez voir pourquoi. Parce que Attention, J'ai pas de bouton, j'ai pas de bouton, Richards. Non, mais Tu mets pour les dire pieds. que on va considérer qu'elle elle est Heather Graham, elle est quand même choisie par Mike Myers aussi sur sa plastique, elle est quand même très très belle, mais elle a un charme fou qu'elle n'a pas du tout l'autre en fait. Donc je trouve Que n'a pas du tout Denise Richards, Oui. tu veux dire. Ah, Oui, bon, Donc, je après, trouve pas qu'elle- besoin de comparer à Denise Richards. non mais hein, je trouve tu qu'elle sais, dégage un truc pour quelqu'un Ah, qui ouais, est pour une power girl et une américaine, quoi, tu veux dire. elle est vraiment il y a vraiment un truc qui passe et Il compare deux blondes des années 90 en fait. c'est Voilà. pour ça. Non, mais c'est pour dire qu'elle a Ouais. vraiment un truc en plus, effectivement, qui est vraiment. Oui, agréable, non, elle est quoi. cool. C'est vrai qu'elle a un truc. Et c'est l'inverse de Vanessa, en fait. Ce qui ça fait qu'elle est assez intéressante, parce qu'elle, c'est... elle ne pense qu'à ça, on va dire. Elle est comme Austin, en Ouais, fait. c'est ça, elle le dit. Hein, elle dit j'ai toujours voulu être comme toi. Et je me suis rendu compte que je voulais être aussi avec toi. Ah, c'est beau ça. Mais c'est cool parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas diabolisé. Et c'est vrai il y a une grosse tendance parce qu'on est encore... déjà maintenant, c'est compliqué. Mais en 99, c'était pire. T'aurais pu faire des vannes très faciles de type slut-shaming là-dessus, alors que tout est... non, elle est libre. Elle est Voilà, cool. il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème avec ça. Et le seul truc, c'est que lui, c'est pas au fait qu'elle... il tique parce qu'elle couche avec Gradouble, mais pas parce qu'elle couche avec
quelqu'un d'autre en fait. C'est juste que il comprend pas parce qu'il lui dit. Ça fait écho au premier film où lui il couche avec Delta de Fage. C'est ça, exactement. Et où justement, il lui pose la question en disant non mais en fait je comprends pas comment biologiquement ça s'est passé en fait. Donc oui, il est vraiment pas si jaloux que ça dans le sens où il est plus intrigué d'un point de vue biologique, on va dire ça comme ça, sur comment ça s'est passé, plus que sur l'acte en lui-même en fait. Après il est troublé parce que lui c'est le moment où il a plus son mojo, donc il y a un rapport qui est rigolo parce que elle a envie et lui il dit bah ouais mais non je peux pas, j'ai pas mon mojo quoi. Ouais, et puis c'est assez rare, comme tu le disais dans les films, où c'est la femme qui prend l'initiative. Aussi, ce genre de truc, c'est pas... Ça avait l'air bien les années 60 en vrai. Quand tu les vois comme ça a l'air cool. Le coup du reflet dans les yeux, c'est dans un Bond ça. Oui, dans Dr No. C'est dans Dr No. Dans Dr No, oui, dans le premier où il va, où il a rendez-vous, je sais pas où, il voit, il y en a une qui voit le mec qui arrive derrière pour le tuer. C'est ça. Oui. Donc c'est bien ce que je me disais. Ouais. Comme quoi il y a des trucs dans les Bonds. Ah bah, il y a une musique qui revient régulièrement qui est quand même vraiment très bondienne. Dans le Austin Powers 2, là, il y a vraiment des thématiques. J'ai même cru que c'était de la repompe de thèmes de Bond, hein, vraiment. Tu sais ce qu'il y a d'autre en rapport avec Bond ? Il y a Madonna. Oui. Il y a une chanson de Madonna avant qu'elle fasse... qui a eu un Grammy, qui est une chouette chanson d'ailleurs. Donc, ça, non, moi par contre, je m'en souviens, tu vois, à la télé, le matraquage du clip de Beautiful Stranger où elle était avec Austin Powers. Avec Austin Powers, ça je me souviens par contre. Non, il y a une musique que je trouve vraiment orchestrale. Enfin voilà, c'est du Barry pur jus pour parodier Bond quoi. L'Angleterre ressemble beaucoup à la Californie du Sud. Ah oui, celle-là, elle marche toujours aussi bien. Il y a vraiment des vannes qui tiennent, qui tiennent bien. Il y a Will Ferrell qui fait son retour en Mustapha. Oui. Moi, ça me fait toujours marrer. Avec sa brown face. C'est ça, il mais il redead. Ouais, mais c'est la... Enfin, c'est dans le perso débile en fait. Enfin, tout est débile. Il arrive pas. Enfin, le coup de lui qui veut pas mourir. Enfin, ça me fera toujours marrer. Oui, non, mais ça marche. Ce que tu évoquais dans le premier épisode, sur j'ai atterri sur mes jambes, elles sont cassées. Attends, oui. Bah, le coup du je peux pas ne pas répondre à la même question 3 fois de suite. Enfin, non, là t'as déjà posé une autre question, donc tu peux pas me poser la. Austin Powers, je présume. Power, c'est mon nom. Et puissance, c'est ma réputation. Felicity Bonne Baise, CIA. Bonne Baise, c'est mon nom. Et bonne, vraiment bonne, c'est ma réputation. Docteur d'Enfer boit le mojo d'Austin et on apprend comment Scott a été conçu. Oui, voilà. Ça n'a aucun sens d'un point de vue timeline. Oui, non. Bah, ça, à la rigueur, bon, ok. Mais c'est juste... pour moi, Docteur d'Enfer a l'air asexué, donc... en soi, il a pas de raison... Enfin, il peut voler le mojo d'Austin Powers parce que c'est ce qui le rend puissant. Mais... Le récupérer n'a pas tellement de sens en soi en fait, donc c'est un peu bizarre. Je trouve ça moins drôle d'essayer de sexualiser le Docteur d'Enfer. Ça va, c'est qu'une scène, ils ont pas essayé de le garder en mode chaud lapin pendant. Mais bon, mais même, je trouvais ça plus drôle quand dans le premier justement Frau, je sais plus comment. Farbicine. Elle empêche d'Enfer de tuer Scott quand il appuie sur son Steam Deck sur son Stream Deck et qu'elle le protège. C'est plus drôle en disant je te protège et là tu vois après coup de se dire mais en fait c'est parce que c'est sa mère. Enfin je trouve que ça marche moins bien. Enfin, il n'y avait pas besoin en fait. Ça donne lieu à une conversation quand même qui est très marrante où elle essaie de lui faire comprendre qu'elle est en retard. Oui, déjà ils sont autour de la machine à café, tu vois. Enfin, c'est comme s'ils allaient bosser. Ils bossaient dans une entreprise normale. Et là, c'est bizarre. Où est-ce qui s'est passé hier ? Oui, entre collègues. Oui, ça va. Et Austin, de son côté, doit apprendre à vivre sans érection. Il se pose en terrasse et il y a Elvis Costello et Burt Baccarat. Très belle. Jam. Très beau guest, comme dans toute la série d'ailleurs. Je préfère des caméos comme ça plutôt que ceux dans le 3. Même si c'est drôle de voir Steven Spielberg faire des saltos et des trucs comme ça. Ouais, non, mais parce que dans le 3, de souvenir, c'était que dans l'intro. C'était dans le reste du film aussi ? Non, je crois que c'est que dans l'intro. Ouais, parce que en fait, c'est juste cantonné à l'intro. Je me rappelle surtout de l'intro avec Tom Cruise. Mais, et Kevin Spacey. Et... rien ne va là-dedans. Mais voilà, dans ma tête, c'était que si ça reste cantonné à l'intro et que tu laisses le reste de ton film vivre, à la rigueur, ça va, tu vois. Et là, oui, de toute façon, ça fait encore une ref au premier. Donc, oui, puis il y a ça, et puis il y a le côté, c'est aussi les années 60. Enfin,
Il y a un truc, alors Costello est plus jeune, mais Burt Baccarat, c'est aussi... Ah oui. C'est toute l'imagerie. En fait, je trouve que c'est drôle parce que c'est lié à l'univers où il est, en fait. Donc ça marche là où... Moi, j'aime bien les petites scènes comme ça. Oui, bah c'est... On voit que tout est tourné en studio. Enfin, tu vois, les fausses rues de Londres, ça fait vraiment les vraies fausses rues, toutes vraiment clichés de Londres. Bah, il y a toujours, je me demande s'il y a toujours aussi, quand il est en voiture, t'as toujours l'effet du front, hein. T'as toujours l'effet où il est toujours. comme dans les vieux James Bond, quoi, alors qu'ils avaient le moyen de faire autrement, mais c'est drôle parce que voilà. Ils devraient faire ça dans le prochain Bond. Les effets de les voiture. remettre tous. De toute façon, j'avais dit, j'aimerais bien que moi, le prochain Bond, ce soit dans les années 60. Ouais, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, ce serait sympa. que quelqu'un t'entende. Qu'on que puisse quelqu'un retourner au vrai Bond au Ouais. final, parce que c'est les années 60, donc ça passe. Je crois bien que je suis tombé au fond du ravin. Je suis encore en vie, mais je suis grièvement blessé. Je dois avoir les 2 jambes cassées, mais je vais essayer de me relever. Ah, c'est ça, elles sont bien cassées. Le Docteur d'Enfer crée l'Étoile Noire. Il y a beaucoup de références à Star Wars dans le film, donc obligé d'en parler. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Voilà. Déjà, il y a le scroll au début. Ouais, ouais, le générique, c'est beaucoup. Enfin, ouais. En fait, je trouve ça facile, quoi. Il y a une raison. 99. Oui, c'est la menace fantôme. Ouais. Et en fait, déjà, il y a eu le trailer de Austin Powers. Ah oui, qui était. Ça y est, ça. Ah, qui disait si vous ne deviez aller voir qu'un film cet été, allez voir Star Wars. Si vous deviez aller voir un deuxième film cet été, allez voir Austin Powers. Oui, je me souviens qu'ils avaient fait la promo où t'avais tu pensais que c'était Vador et en fait c'était le Docteur d'Enfer. Il y avait effectivement des trailers comme ça assez rigolos. Je trouve ça. Il y a un côté marrant. Parce que Mayer c'est fan, hein, j'imagine. Oui, bah tout puis en plus c'était l'air du temps. Père, bah oui, voilà. Non mais la noire, il a mis. Voilà. Alors que je trouve ça drôle quand son fils lui fait remarquer que c'est des références. Alan Parsons Project. Voilà, où elle dit, il y a un petit côté rigolo, presque pas assez poussé. Où à chaque fois, je comprenais pas ce que c'était Alan Parsons Project quand j'étais gamin. Oui, bah c'est ça, voilà. C'est en grandissant, je fais ok, ouais, d'accord. Ouais, donc là, j'ai noté, je trouve que le Docteur d'Enfer est devenu insupportable. Oui. Bon, en fait, le problème que j'ai avec le Docteur d'Enfer, c'est que énormément de ses références, c'est des trucs aux années 90, mais 100% américains. Quand il parle au président, par exemple, qui fait plein de références à Jerry Maguire. Oui. Nous, en tant que Français, à 14-15 ans ou même 20 ans, le Show Me the Money, c'est un film que... C'était pas traduit moins vu à l'époque. C'était pas adapté avec des rêves françaises. Vraie question, du coup, je me rappelle plus. Non, j'ai pas vu en VF. Ah, ils redisent la même chose, ouais. Bah, même si Jerry Maguire était connu, ça reste effectivement donc, ça fait, même là, en le regardant de nos jours, je me dis, putain, tu montres à quelqu'un qui n'a pas grandi dans les années 90, cette personne va absolument rien comprendre. C'est pas drôle. Hein. Enfin, à la limite, c'est dans l'état où est le président américain, quoi. Où il comprend pas. Hein. Quand il chante avec Minimois, il chante Just the Two of Us et il chante la version Will Smith de Just the Two of Us, genre la chanson vraiment de son époque, quoi. Tu peux pas faire plus de son époque et puis il lui passe que l'album Big Willie Style, quoi. Et il lui passe Independence Day, quoi. Il lui passe Independence Day aussi. Ouais. Donc bon. Est-ce que les jeunes regardent encore Independence Day? Ah bah s'ils ont vu le deuxième, j'espère pas pour eux, quoi. Ça passe tellement de fois à la télé, je pense. Je pense que pour regarder la télé aussi. Je pense plus qu'Independence Day, c'est la scène de l'explosion qui marque de la Maison Blanche que les gens connaissent parfois sans même savoir d'où ça vient, à mon avis. En plus de tout ce qui tourne autour de Minimois, comme son combat contre Austin, qui me fait encore marrer, je suis désolé, mais bon. Il n'est pas obligé de faire comme s'il va le chier dans... oui, c'est... Mais pour revenir aux blagues de chiottes, quoi. Le combat contre Minimois, c'est marrant. Je trouve ça, enfin, voilà, peut-être que si ça se trouve, on va me cancel dans 5 ans parce que j'ai dit ça. Mais... Tu es déjà cancel, Sofiane. C'est bizarre, mais bon, après, ça marche dans le côté un peu burlesque. Donc il y a beaucoup de gags visuels dans la saga. Et la fameuse scène des ombres, par exemple, dans la tente. Oui. Moi, j'ai trouvé ça long. Hein. Je trouve elle marche moins... Ça marche moins bien que certains autres gags du premier, je trouve. Mais bon, ça reste marrant. Il y a un gag visuel qui me fera marrer, c'est la bite sur le radar et le fait qu'ils disent on dirait... Oui, alors celle-là, je trouve qu'elle marque toujours bien. Aussi, en fait, c'est le passage de mots, le fait qu'à chaque fois ils finissent la phrase d'un autre, ça c'est hyper bien monté, quoi. Et ils le refont 2 fois en plus. Et les 2 fois, ça se tient assez bien. Là encore, ça fonctionne mieux parce que en anglais, ils font des références...
on dirait ton Johnson, ou on dirait un Willy. Oui. Alors que quand tu dis en français, on dirait un Willy, tu vois, tu penses Willy, c'est pas un mot que tu utilises tu vois. Et là, justement, de le voir peut-être pour la première fois, je crois celui-là, c'est la première fois que je le voyais en anglais. Putain, je me suis vraiment marré sur ces scènes. Mais c'est ça, mais même avec le caméo d'Woody Harrelson à la fin. Bah oui, c'est ça. On dirait un Pecker, on dirait. Enfin, ils font vraiment toutes les versions différentes. C'est inadaptable. Après, le problème, c'est que c'est des mots d'argot. C'est impossible. En fait, en plus, il faut que tu. Par exemple, il s'appelle Wang, le petit gamin chinois. Donc ils disent Pin en français pour le petit chinois. Pin, oui. Non, mais effectivement, c'est vraiment drôle dans tout le passage de mots comme ça enchaînés, ça marche bien. Vous voyez, j'ai donc transformé la Lune en ce que j'ai convenu de baptiser l'étoile noire. Quoi? Non, rien du tout, Dark. Comment tu viens de m'appeler? Non, c'est rien. Copière! À tes souhaits. Et pour la fin du film, on est en plein Moonraker, en gros. Ah bah, déjà, ils ont fait l'arrivée. Si, j'ai quand même rigolé, alors ça paraît complètement anecdotique. Déjà, quand il dit, on va prendre l'Apollo 11, bon, t'as l'image d'Apollo 11 qui décolle. Et ils arrivent sur la base lunaire avec une fausse démarche d'apesanteur. C'est complètement débile, mais effectivement, ils sont tous les deux, genre, on marche doucement pour faire croire qu'on est en apesanteur. Rappelle-toi que dans Moonraker, quand ils sont dans le vaisseau, ils sont en train d'appuyer sur les boutons et ils font genre semblant d'aller tout doucement. Là, tu le vois bien que c'est vraiment... on en avait parlé, je crois. Oui, c'est vraiment... Il y a un côté rigolo. Tu vois Roger Moore qui est là, genre comme ça. Et tu vois très bien que c'est lui qui est en train de jouer, quoi. C'est vrai que je fais une blague visuelle. Oui, mais nous on rigole, t'inquiète. Une blague visuelle pour le podcast, excusez-moi. C'est un meilleur plan qu'Hugo Drax. Parce que Drax, c'était d'emmener tous les blonds sur une planète. Oui, c'est ça. Ne vous moquez pas de Moonraker. Moi, je l'aime bien, c'est sympa. Moonraker a le mérite d'exister. Moi, de toute façon, Austin Powers n'est pas beaucoup plus ridicule que Moonraker. Donc, bon, c'est... En plus, Moonraker, c'est même pas le plus ridicule des Moore. Non. Mais après, il y a quand même requin et la nana avec les tresses. C'est Maria Annette de Premier Baiser. Voilà. Mais tu vois, pour revenir au gag un peu visuel de Power, je trouve qu'il y a des trucs qui marchent bien avec la chaise. Les chaises qui tournent et ils n'arrivent pas à le contrôler. Il passe son temps à jouer avec les trucs. Il se retrouve sur le plafond. C'est ça, il y a tout un truc. Ça, quand il fait ça, je trouve que c'est pas mal. Quoi. Ça... Donc Austin doit choisir entre sauver Felicity ou le tu vas super vite, on n'a pas parlé du bikini d'Ursula Andress. Sophia, oui, c'est vrai. Voyons. Attends. Le gif que tu as utilisé pour teaser cette émission en plus. Je l'ai sauté sans faire exprès. En fait, c'est quand ils arrivent sur l'île d'abord. Alors, qui est quand même pas mal. Moi, je trouve que l'île avec la forme de la tête du méchant. Je sais même plus pourquoi ils vont sur l'île du Docteur d'Enfer. Avant d'aller sa base sur la Lune. Oui, ils vont sur l'île dans un premier temps. Mais effectivement, donc on voit, t'as un premier plan de Heather Graham avec le bikini de Ursula Andress dans Dr. No, et tu vois juste après Austin Powers qui a le même et qui évidemment le porte beaucoup mieux qu'elle. Ouais. Et ça la choque un peu. Elle est surprise. Elle est deg. Mais je comprends, je serais deg moi aussi. Moi j'aime surtout le petit détail qu'il marche avec ses palmes en partant. Oui, c'est ça. Mais tu vois, ça il est fort là-dessus. Trouver ce que je disais un peu sur les sièges qui tournent, sur les trucs comme ça, où c'est intéressant de voir ces petits gags visuels qui fonctionnent anecdotiquement. C'est-à-dire que t'es en train de regarder l'action, finalement ils s'en vont de la plage. Quelque part, le gag du bikini arrive, le gag se termine parce que Austin Power avec ses poils et le bikini, puis ils s'en vont de la plage et t'as un autre gag qui arrive là et où tout d'un coup il marche avec ses palmes et tu peux presque passer à côté la première fois. Quoi. Donc là-dessus, quand il fait ça, il est efficace. Je sais pas vrai, j'arrive pas à croire qu'on va payer ce psychopathe. On a des missiles à tête nucléaire, laissez-moi en foutre un sur la gueule de ce... Auriez-vous l'intention de faire exploser la Lune, monsieur? Elle vous manquerait? Elle vous manquerait? Austin doit choisir entre sauver Felicity ou le monde. Il décide de voyager dans le temps, et désormais il y a 2 Austin Powers. Ça veut dire qu'il joue 4 rôles dans le film. Ouais. Le Austin de moins 10 minutes. Austin moins 10 minutes et Austin plus 10 minutes. Et il apprend qu'il n'a pas besoin de Viagra pour avoir une érection. C'est plus ou moins ça le message. J'aime bien quand le mojo explose. T'as une petite fumée en forme de symbole masculin avec la flèche là, c'est très mignon, je trouve. Et donc c'est ça le message du film, c'est que le mojo est en nous toujours. Depuis le début. C'est ça. Donc on a tous accès au mojo en fait, si on y croit suffisamment. On y croit suffisamment. Et Felicity est forcée de vivre dans les années 90 alors qu'elle a rien demandé. Non, elle a dit qu'elle le suivait. Non, il lui a dit, il lui propose. C'est vrai.
Et c'est elle qui Ouais, mais elle accepte. sait pas dans quoi elle. Enfin, je pense pas qu'il lui ait vraiment présenté. Ah, ce que c'était. mais sauf qu'elle ramène à la fin, tout l'appartement se retransforme. C'est les années 60 d'un coup. Il y a une fois de plus, en fait, il y a un bouton, il y a marqué ne pas appuyer sur le bouton et elle se lève et elle appuie sur le bouton, quoi. Voilà, donc c'est. Et ouais, donc elle est sûrement retournée dans les années 60 après avec Austin moins 10 minutes ou. Je sais pas avec lequel elle finit parce qu'il y en a des deux qui meurent, non? Bah non, justement, les deux sont repartis. Les deux sont ensemble au lit dans le post-credits. C'est ça. Enfin, during credit. Ouais, le crédit. Alors, évidemment, quand vous regardez en VO, tout le monde sait ça, mais le premier truc qu'il dit quand il voit le Austin moins 10 minutes et Heather, une fois qu'il l'a sauvé, il lui dit comment ça marche le ménage à trois parce qu'ils disent. Et à un moment, il cherche le mot comme les Français disent. I don't know what. C'est ça. Ouais, je ne sais quoi, oui, ça me fait beaucoup rire. Et on termine avec des petits post-credits. À l'époque où ça n'était pas à la mode encore. Ouais, en même temps, si dans les comédies, il y a souvent ce truc-là où... Regarde, dans tous les films de Jackie Chan, pendant le générique, il y a... Il y a Ferris Bueller, je crois. Et surtout, on termine, il y a une dernière blague avec Woody Harrelson. Ah oui, c'est Woody. Je pensais qu'on allait revenir sur le fait que Fat Bastard revient, enfin Gradouble. Ah oui, Fat Bastard revient aussi. Comme Hot Job, enfin du coup l'équivalent de Random Task dans le premier, il revient quand il pense être tranquille. Et voilà pour les. Et ouais, donc Gradouble, on espère qu'il sera pas dans la suite, mais il l'est. Et il est, voilà, malheureusement. Il fait du sumo, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un personnage gros? Bah pourquoi pas du sumo? Bah ouais. Puis de toute façon, il avait refait juste avant la blague de caca, parce qu'on n'a pas parlé quand même du moment où Austin boit le mug. Tout ce qui tourne autour de ça et tout ce qui tourne autour de, il faut mettre le truc dans le cul de Gradouble. Ouais. Pendant qu'il bouffe du poulet. Un truc dans le cul, c'est drôle. Alors, ouais, mais je veux dire, il est... Contexte. Il est plein de gras et tout. Oui. Non, mais ça, par contre, tout le reste, le fait qu'il mange et qu'il soit plein de gras et tout. De l'humour dégueulasse. Oui. C'est de l'humour crade. Et ça, c'était pas dans le premier. Oui, c'est vrai. C'est dommage. À la fois, la tasse de café, il y a un truc qui fonctionne, moi je trouve quand même. C'est que en fait, il y a la cafetière et le caca de Gradouble. Et évidemment, il se sert du mauvais parce qu'il est distrait. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est classique, mais il est retardé. Ça veut dire qu'il sait verser le truc. Et à chaque fois qu'il va boire, quelqu'un l'interrompt. Et en fait, t'attends. Il y a toute une attente jusqu'à ce que, hop, ils finissent par le boire. Alors après, c'est dégueulasse parce que finalement, il le boit, il en a partout. Enfin, voilà, c'est. Donc voilà. Ouais, je vais avouer que ces deux blagues-là, c'est les deux que j'ai sautées en regardant le film. Ouais, la blague de caca, bah ouais. Les deux blagues autour du trou de balle, quoi. Ouais, oui. Ah bah, c'est. J'ai vieilli, qu'est-ce que tu veux. Je pense qu'on a vieilli. Mais Il fut un temps où un truc dans le cul, c'est très bien. Mais votre remarque est intéressante sur le côté. Un truc dans le cul. J'ai pas dit ça. Tu mets pas des titres d'épisodes dans ça? J'ai pas dit ça. Non, mais c'est rigolo, c'est que finalement, ce que tu décris, c'est un humour très très 8-10 finalement, 8-10 ans. Et en fait, c'est Myers, il avait ça, mais il l'a poussé très loin. Parce que son humour de Wayne's World, c'est un humour d'ado, vraiment d'ado, de grand ado. Il n'y a pas de ça, quoi, dans Wayne's World. Non, il va y avoir des petits... Si, enfin, il y a des petits pics, il y a le T-1000 qui l'arrête et qui met son gant pour lui faire un toucher rectal ou un truc comme ça, mais... Il y a un moment comme ça. C'est encore, t'as mélangé deux scènes, mais ouais. Il lui fait, non, c'est pas lui qui lui fait un toucher rectal. Ah merde. Bon bref. Et c'est Rob Lowe. Il fait un fact-checking toucher rectal. Voilà, c'est ça. Bref. En tout cas, c'est des petits trucs. Là, en fait, il en fait constamment et effectivement, c'est fatigant. Non, ouais, là, c'est dommage dans ce film-là qu'il se soit senti obligé de tomber là-dedans. Bon, après, c'est un type d'humour qui marche aussi très bien. Hein, les blagues de caca, il y en a beaucoup. Oui. Les Farrelly, c'est pas ça. C'était plus subtil que ça, les Farrelly en général. Enfin, non, ils en veulent aussi. Oh, les Farrelly. Moi, je connais moins. Je me suis coincé ma bite dans le zipper. Oui, voilà. Merguez pois chiche. Merguez pois chiche. Mais si, il y a toute une époque, effectivement, American Pie, machin, qui tournait un peu autour de ça aussi, quand même. Hein. Ouais, mais c'était pas trop Black Diarrhée, American Pie. Alors, j'étais pas tous vus. J'essaie de. Il n'y a pas post-caca dedans? Rappeler, mais. Ah, si, il y a post-caca. Ouais, mais c'est pas. Il y a personne qui boit là-dedans. Bon, bref, désolé de rentrer dans les détails. J'espère J'espère que personne ne mange. Sperme dans la bière aussi.
Si. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, qui n'a jamais bu une Et je crois, alors je vais dire un truc parce que c'est pas du tout mon style de cinéma habituel. Je me demande si dans Bridesmaid il n'y a pas une. Si, mais ça c'est la meilleure scène de l'histoire du cinéma, la scène de diarrhée dans Bridesmaid. Dans Ghostbusters 2016 aussi. Attends, il y avait une scène de caca dans Ghostbusters? Non, c'est pas du caca, mais il y a des scènes de. Non, il y a un fruit, ça va. Voilà. Mais c'est rigolo parce que Bridesmaid. On refait une scène aussi qui tourne autour de ça, mais aujourd'hui on l'a fait différemment en fait. Il y a un côté, non mais là en plus déjà on ne voit pas le caca, je trouve que c'est très important pour que la vanne marche. Là elles sont aux toilettes, tu vois, et c'est compliqué, mais à aucun moment tu vas voir... Tu vas voir le caca. Voilà. J'espère que les gens sont vraiment ravis d'écouter ce podcast. Plus personne nous écoute. C'est ça. En fait, ceux qui sont encore là, ils ont mérité d'avoir la grande analyse sur le caca dans les comédies américaines. Attends, à la fois, tu fais un petit podcast où on parle d'Austin Power 2, on va parler de caca. Je veux dire, à un moment, c'est compliqué de passer au travers, quoi. Colonel, je capte un étrange écho-radar. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais on dirait un gros... Kiki! Quoi? Regarde ce qu'ils veulent à tribord. Oh bon Dieu, ça m'a tout l'air d'un énorme pot. Paul! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai cru voir un drôle de truc, on aurait dit comme des... Bleu bite! Une sorte d'objet volant non identifié vient d'être opéré. C'est un engin oblong scintiné et pourvu de 2 balles. C'est quoi ça? Ça là, on dirait une énorme... Pin, un peu d'attention. C'est que je viens d'être distraite parce qu'il y a une espèce de gros... Machin. Moi, c'est Willy. Tu as vu ça? On dirait un gigantesque... Mandrin. Oui, chef. Signalé cette apparition au service secret britannique. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Austin Powers 2? Un peu compliqué, mais il y a quand même des moments où j'ai rigolé. Donc, tout n'est pas acheté, quoi. C'est moyen, mais tout n'est pas acheté, et ça m'a permis de revoir du coup le 1 et le 2, de réévaluer quand même le premier. Moi j'ai eu du mal quand même. Je trouve que j'ai pas réussi à m'intéresser à l'intrigue qui sert pas à grand chose. Et il y a beaucoup de gags où maintenant je passe au-dessus. Alors soit dès le début je suis snob et je passe au-dessus, ce qui est possible, hein, je l'accepte complètement. Soit il y a vraiment des trucs où maintenant j'ai plus de mal. Tu disais que ça avait vieilli. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment l'image. Alors, moi c'est le genre de remarque que je comprends pas toujours. Parce que l'humour sur certaines choses, à moins si d'un seul coup, je sais pas, tu vas faire un truc super sexiste, raciste, ou moquer des handicapés, ou un truc comme ça, tu vois. Et que là, 10 ans plus tard, tu fasses... Oh, ça non, mais c'est très référencé de son époque. Alors, je vais nuancer mon propos. On a déjà évoqué le problème de Gradouble qui là, ça a vieilli tout court parce que tu dis. Parce que la blague, c'est qu'il est gros. Donc ça, maintenant, effectivement... Voilà, ça, c'est le genre de choses encore. Mais par exemple, toi, on aurait regardé le film au bout de 10 minutes, tu m'aurais dit ça a vieilli. Tu vois. Peut-être. Alors, peut-être que c'est moi qui ai vieilli. Peut-être que c'est moi qui suis moins dans cet humour... potache. Voilà. C'est le côté humour très, très enfantin, très pipi caca parfois, faut bien le dire. Je trouve que ça manque d'humour, le slapstick, le côté vraiment... le côté chute, le côté truc comme ça, il y en a effectivement. L'histoire il en fait beaucoup avec le Docteur d'Enfer. Will Ferrell qui tombe dans les ravins. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme disait Vesper qui fonctionnent encore parce qu'il y a des choses effectivement où ça vieillit pas. Moi, il y a tout le côté graveleux, moi, m'amuse beaucoup moins aujourd'hui, bizarrement. Je trouve que ça, il y a sans être sexiste, parce que c'est le personnage. Je trouve. T'as pas trop de sexisme d'Austin Power parce que c'est lui et il est pas glorifié du tout. Il y a que lui qui pense qu'il est cool. Je trouve qu'il y a un côté Alors, oui et non. Il y a pas que lui qui pense qu'il est cool parce que c'est vraiment tout le monde. Enfin, quand il a son mojo, on voit bien que toutes les femmes le désirent. Oui, mais ça c'est. En même temps, si tu parles de conneries et d'humour. Ouais, non mais c'est ça. Et à la fois, il se comporte pas mal non plus. Toi, il n'y a pas le côté... Oui, là, dans le 2, non. En fait, dans le 1, justement, c'était ça que... Du coup, on va reparler du 1. Allez, on refait un podcast sur le 1. Il y a la fameuse scène où il refuse de couper. Oui, c'est ça, parce qu'elle a bu. Ouais. Voilà, exactement. C'est dans le 1, j'avais très très peur en le revoyant, en me disant... Ah là là, toutes les blagues, ça va être sur le fait que c'est un harceleur sexuel et que c'est compliqué. Au début, dans l'avion, quand du coup il se retrouve pour la première fois seul à seul avec Vanessa et qui lui dit bon ça y est, on le fait sur le lit derrière, le lit incroyable, un lit tournant superbe dans le jet. Où je me suis dit ah ouais purée,
tu sais ce que tu regardes quand tu regardes Austin Powers, Oui. hein, mais c'est vrai que quand on fast forward au moment où elle est un peu sous et qu'elle veut coucher avec lui et que lui refuse, je me dis ah ouais, non, ils avaient quand même c'est à ce moment-là inclus cette scène, donc ça m'a fait plaisir. Et dans le 2, ils ont un moment où lui, il dit ah, tu t'intéresses qu'à moi parce que je suis Austin Powers et que j'ai mon mojo, et qu'elle, justement, lui dit ah, mais moi, j'en ai rien à foutre qu'on couche ensemble, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois. Oui, non, mais... Donc, il y a quand même, dans les deux films, il y a un petit message qui est plutôt sexe-positif. C'est vrai que là-dessus, étonnamment, parce que c'était le film pour aller de travers, en fait. Et effectivement, il arrive à mener son clairement, c'est ouf. Mais voilà. Après, c'est pour ça que je te dis, oui, je trouve qu'il y a un côté, comme disait Vesper, très référencé à 90, mais qui fonctionne quand même encore, parce que ce qu'on disait sur le Jerry Springer ou d'autres choses. Après, je sais pas, je te dis, c'est peut-être moi qui ai un peu vieilli, c'est possible. Eh bien, moi, je le connaissais par cœur parce que je l'ai vu 1 milliard de fois quand j'étais ado. Hein. C'était le genre de film que vraiment j'ai poncé. Mais là, en regardant les deux, je préfère largement le premier. Hein. Je trouve que le premier est quand même bien plus ancré. On en parlait avec Hugo dans l'épisode. De temps en temps, c'est bien d'avoir une histoire aussi à laquelle te raccrocher. Quoi. Et là, dans celui-là, c'est plus une succession de sketchs qui sont pas forcément, comme ils disent aux États-Unis, c'est hit or miss. Ouais. Là, soit c'est un hit, soit ça te rate. Voilà. Et là, c'est beaucoup de ça. T'as la scène de la fusée avec les radars et tout. C'est une des meilleures scènes. Ensuite, t'enchaînes avec Gras Double et machin. Enfin, Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait tomber la manette. Je sais pas, il gratouille. Il veut de l'attention. Oui. Je sais plus ce que je disais. Hit or miss. Hit or miss. Voilà, et tu passes à des bonnes scènes avec Felicity, avec Je rêve qu'à Tumbezaski, enfin des trucs comme ça qui sont quand même plutôt marrants, et tu te retrouves avec le Docteur d'Enfer qui fait du rap. Tu vois, c'est pas pour ça que t'as signé, quoi, tu vois, t'es pas... Et donc, un film moyen, mais ça reste une bonne comédie à ce qui se regarde, quoi, je veux dire. Si tu peux... On va faire un Gras Double cut. Ouais, voilà. C'est ça, je l'ai enlevé. Tu peux enchaîner le 1 avec le 2 sans problème. Il n'y a pas un énorme choc non plus au niveau du ton ou ce genre de choses. J'ai plus de mal avec le 3 par contre, où là ça devient plus compliqué. Ouais. Ça va rebondir sur le fait qu'il a eu encore plus de succès, donc il a encore moins de contrôle de gens qui vont lui dire ça c'est drôle ou ça l'est pas. Quoi. Ouais. Donc il va faire vraiment... parce que tu te doutes bien qu'un mec comme ça, vous l'avez évoqué dans le premier épisode, tout le parcours SNL, les mecs qui écrivent des... C'est rigolo quand vous avez parlé de ça, moi je connais pas bien le SNL, mais le fait que sur 2 heures d'émission, t'aies 10 minutes que tu vas garder, tout est pas chiant, mais il y a beaucoup de choses qu'un humoriste... il faut se dire que toutes les semaines, voilà, non, mais il y a du lundi jusqu'au samedi, ils doivent écrire des sketchs qui vont passer le samedi. Non, mais c'est ça. Et en gros, c'est que le jeudi que la star qui vient pour présenter le show leur dit ah ça je veux, ça je jette, ça je veux, ça on développe, ça on fait pas. Vous avez fait un parallèle avec l'émission qui est pour moi qui se rapprochait certainement le plus du SNL. Effectivement, c'est des heures d'écriture, c'est des trucs. Donc là, c'est comme s'il écrivait tout et qu'il gardait tout. Et du coup, tu dis, bah non, en fait, peut-être qu'il y a des trucs où on t'aurait dit... ça mérite. Hein. Ça, il faut pas. Et plus il va avancer, plus il va avoir du succès, moins il va être... Voilà, comme George Lucas. Exactement. Là, vous m'avez tendu le bâton. Un peu. Mais je l'aurais dit si tu l'avais pas dit. On peut vous retrouver où ? Sur mes réseaux sociaux. Toi, t'es chez Shitlist en ce moment ? Oui, j'ai refait un peu de Shitlist, donc avec les camarades Marvin, Romain, Enco, Manu et tout. Donc oui, je vais en refaire quelques-uns. J'ai fait Scream il y a pas longtemps, et là je vais faire Shazam, je crois. Mais sinon, quand j'ai le temps aussi, l'émission Allociné sur le stream. Et puis sinon, sur mes réseaux sociaux, c'est plus simple. Donc, Wonder_Vesper. Moi aussi, sur mes réseaux sociaux, plus tranquillement, @Laurent Doucet. Et puis, sur le Broclash, là, on a un petit temps avant d'en ressortir un, mais ça va venir. Puis, je fais un week-end de podcast qui s'appelle Podrennes à Rennes, qui rassemble des podcasteurs indépendants. Voilà. Tu podcastes encore, toi ? Ça m'arrive, de temps en temps. Une fois par an ? Non, un petit peu plus régulièrement. Voilà. Et si je tiens à dire, alors l'émission est passée, mais grâce à toi, j'ai été invité dans Click Légende. Oh, trop bien. Sur quoi ? Sur James Bond, évidemment. Ah ouais. Je ne sais pas, voilà, j'ai été contacté. Il y avait un auteur qui a écrit une bio de Ian Fleming.
Et un des fondateurs de Starfix, dont j'ai oublié le nom, qui est un certain âge. Alors, du coup, j'avais si déjà noms, vu, ils vont se vexer, donc je vais pas. Que j'avais déjà vu, un mec. Voilà, c'était plutôt intéressant sur l'avenir de James Bond, où j'ai repris ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, on fera peut-être du James Bond n'importe où dans le temps, en fait. Ok. Donc voilà. C'est bien, diffuse cette grande idée. Peut-être qu'un jour, Barbara Broccoli va. Voilà, qu'elle t'entende, qu'elle va t'appeler. Elle va appeler Sofiane. Elle va faire, ouais, c'est bon, c'est une bonne idée. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a eu le docteur d'enfer? Non, il a réussi à s'enfuir dans cette fusée qui ressemble à un gigantesque. Pénis, l'organe de reproduction masculin, aussi connu sous le nom de biroute, gourdin ou... Saucisse! Vous voulez une autre saucisse, les enfants? Regardez! Mais c'est quoi? J'en sais rien, fiston, mais ça a une grosse paire de... Noisettes, toutes chaudes mes noisettes. Qui veut déguster mes... Oh, je vu Marie. C'est étrange, on dirait presque le truc. Du cyclope, allez, venez, approchez-vous pour voir le grand cyclope sortir. Mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être le gros machin de... Woody! Woody Harrelson, puis-je avoir un autographe? Bien sûr, sans problème. Oh bon Dieu, regardez ça! C'est immense! J'en ai déjà vu des plus gros, ça c'est un... Petit dard tout au plus. C'est qu'un petit vaccin anti-grippe. La température est froide dans l'espace, on attrape des gros rhumes, tu sais. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. J'ai galéré à trouver le film en VF. Pour trouver les sons, et surtout en bonne qualité. Et donc j'ai galéré pendant 5 jours, et j'ai pas pu faire le montage, et c'est pour ça que l'épisode est en retard, alors que tout était déjà monté, et il manquait juste les sons, et comme je suis un putain de perfectionniste de merde, eh ben j'ai préféré attendre. Et donc voilà, l'épisode est enfin disponible. Un grand merci à Lizzie Shagwell, Ced Exposition, Aurélien O'Toole, Océane Ryder, Yann Onatop, Louis Cléopatra, Claire Ryder, Renato Suzuki, Romain Farbicina, Vincent Goldmember, Alexis Bonbez, Dylan M, Michel Blofeld, Monsieur Obi Connery, Pierre Brosnan, Dr Selim d'Enfer, Seb Largo, Damien Moore, Aurel Q, Rémi Dalton, Barès Silva, Loba de Fagin, Franck Le Chiffre, Julien Craig, Nicolas Kleb, Béa Monet-Penny, Luna Drax, Mélik Scaramanga, Barbara Requin, Alex Lind, Jérém Gallor, Sarah Romanova, Pascal Ojob et bien sûr Gérard Danger Powers. Ouh. Ça fait vraiment beaucoup de gens. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Le dernier épisode en date est tourné autour de Wayne's World, donc on parlait de Mike Myers, de sa carrière avant Austin Powers, du SNL et de plein de trucs comme ça. Et il y a des tonnes d'épisodes bonus. Vous pouvez avoir accès aux épisodes en avance quand c'est disponible, à tous mes podcasts comme les archives de Bondsplaining, mon podcast perso, accès aux sondages pour choisir les films bonus, des tonnes de trucs. Donc n'hésitez pas à le rejoindre sur patreon.com/plan-séquence. Et si vous voulez me faire plaisir, mettez 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. D'ailleurs, maintenant, sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires. Et nous, on peut laisser des sondages. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie sur Spotify. Et maintenant, c'est possible. Sinon, c'est sur @lasagapod sur Twitter. Je crois que j'ai rien oublié. Non, normalement, j'ai rien oublié. La semaine prochaine, on se retrouve pour Austin Powers Goldmember. Et le tirage au sort, bien sûr, de la prochaine saga. À la prochaine, tout le monde.